Bonjour à tous, aujourd'hui on parle d'une marque que je connais bien puisque j'ai eu l'insigne honneur de présenter l'inauguration de l'usine Smart de Hambar en présence de Jacques Chirac et d'Helmut Kohl. Mais ça, c'était avant. Depuis, Mercedes a revendu une part de la marque au chinois Geely et la production a été transfigurée. Terminée la petite citadine 2 places qui était thermique au départ et qui a fini quand même par être 100% électrique. Aujourd'hui, on a affaire à un SUV, en l'occurrence ici le Hashtag One, je sais, c'est pas un nom très sexy, dans sa version premium. Une bouille plutôt originale, tout en rondeur, que j'aime bien. Ça fait un peu gros jouet, comme le faisaient d'ailleurs les premières Smart. C'est sans doute ici renforcé par la couleur vert d'eau de notre modèle d'essai. Des grandes roues. J'aime bien pour le design, j'aime moins d'habitude pour le confort, mais on verra que c'est pas trop pénalisant. Un véhicule, donc petit SUV électrique qui fait 4,27 m de long, pour vous donner une idée. C'est un peu plus long qu'une Renault Mégane électrique. Je trouve personnellement que la partie arrière du toit, ça fait un peu calèche d'autrefois. Moi j'aime bien. Ce qui est en revanche un peu plus pénalisant sur la voiture, c'est la capacité du coffre. On a simplement 313 litres. On peut l'augmenter, vous allez voir, parce que la banquette arrière coulisse. Et c'est dommage, on perd beaucoup d'espace parce que il y a une petite aspérité dans le double fond du coffre, mais ça permet de ranger les câbles, voire même une valise pas trop épaisse. On a des poignées escamotables, hein, ça fait toujours son petit effet quand on doit rentrer dans la voiture. Cette Smart Hashtag One partage sa plateforme avec la nouvelle Volvo EX30. L'intérêt, c'est qu'on a un empattement qui est quand même assez important, 2,75 m. Ça permet, vous le voyez, d'avoir un espace à bord aux places arrière qui est généreux. Je vous précise que le siège passager est reculé électriquement tant que le conducteur n'est pas installé. En plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une banquette arrière qui coulisse sur 13 cm, ce qui permet de moduler le volume du coffre. Cet espace à bord généreux, il est accentué par un toit panoramique vitré d'un beau format, ce qui donne une grande luminosité à l'habitacle. C'est lumineux et c'est très original en matière de présentation. Vous voyez, aussi surprenant qu'à l'extérieur. Je trouve d'ailleurs que l'inspiration est très Apple. On a l'impression d'être dans une voiture à la pomme. Il n'y a pas de pomme, mais il y a une sorte de map monde qui trône au milieu de l'écran central, qui est assez important en taille. 12,8 pouces. Regardez, je mets mon doigt pour que vous ayez une référence. Bon, c'est très original, on ne comprend pas tout à fait pourquoi. Vous avez aussi un petit renard qui va sans doute amuser les enfants, qui, eh bien, en fonction de ce que vous faites à bord de la voiture, a différentes réactions. Pour parler interface, c'est plutôt riche, mais c'est pas forcément intuitif. On met parfois un petit peu de moment à trouver les raccourcis pour aller, tenez par exemple, pour aller sur l'énergie, voilà, ici, et vous pouvez encore faire défiler. Donc bon, c'est assez compliqué, en particulier au niveau des aides à la conduite pour les désactiver. Là, c'est un parcours du combattant comme sur beaucoup de voitures. Voilà, petit renard fait dodo. Ah, on peut le réveiller, vous voyez. Ah, coucou. Voilà, là, on est passé en mode jour. On notera la bonne qualité des caméras avec plein d'angles possibles. Ce qui est rigolo, c'est qu'on peut, en fait, vous voyez, regarder la voiture sous toutes les coutures. Comme ça, vous la voyez bien. D'ailleurs, je vais arrêter de la filmer de l'extérieur, c'est plus simple de faire ça. Derrière le petit volant très sympathique, on a un compteur un peu rikiki quand même. 9 pouces qui, heureusement, sur les versions plus haut de gamme, comme la nôtre, est doublé par un affichage tête haute qui, lui, est très lisible. La qualité des matériaux est excellente et puis l'équipement est très complet.
avec aussi beaucoup de petits rangements. Ici, un rangement pour le smartphone avec chargeur à induction. Ici, un porte-gobelet qu'on peut masquer. Là, un vide-poche où il y a même un petit emplacement pour la carte de charge ici. Comme souvent et encore plus sur les voitures électriques, il n'y a pas grand chose à voir sous le capot à part un bocage plastique. Si, quand même, il y a un petit rangement qui intègre un compresseur et puis une bombe, puisque vous n'avez pas de roue de secours sur la voiture. De toute façon, il n'y aurait rien eu à voir sous le capot, puisque le moteur est à l'arrière. Il existe une version bimoteur, mais celle-là c'est simple moteur, donc propulsion, mais pas n'importe quel moteur, un moteur synchrone à aimant permanent qui pour une petite voiture offre une puissance qui est quand même très honorable, 272 chevaux, 313 Nm de couple. C'est Geely, les Chinois, donc, qui ont été les maîtres d'œuvre de toute la partie technique sur cette voiture. La plateforme d'ailleurs est une plateforme chinoise et elle intègre une batterie nickel, manganèse, cobalt, bien évidemment, avec des cellules chinoises, qui nous offre une capacité sur cette version de 62 kWh utiles. Les sensations de conduite sont évidemment complètement différentes de ce qu'on avait sur les premières Smart, les Fortwo, avec leur suspension sautillante. Ici, c'est plutôt confortable. Là, on a un léger bruit de roulement, on vérifiera tout à l'heure si c'est la même chose sur autoroute, parce que le bitume est peut-être un peu râpeux sur cette petite route. En fait, c'est très agréable à conduire, on est bien assis, on est bien installé, et puis on a un moteur qui est quand même assez généreux, 272 chevaux. Donc dès qu'on appuie sur la pédale de droite, vous voyez, et on entend notre petite voix qui nous dit que on va trop vite. Et même si on a ralenti, elle continue à parler. C'est très très fastidieux à désactiver. Ça, sur les voitures récentes, c'est sans doute le plus gros problème. Ça incite à respecter les limitations de vitesse, certes, mais encore faudrait-il que la cartographie soit à jour, ce qui n'est pas toujours le cas. Un des bons moyens de tester le confort, ça reste quand même les ralentisseurs, surtout quand ils sont comme ceux-là, absolument illégaux, donc avec un angle d'attaque beaucoup trop prononcé, une hauteur beaucoup trop grande, vous voyez. Là, avec une voiture standard, je dirais que normalement, on devrait être beaucoup secoué, peut-être même avec certains modèles rester sur place, et c'est pas catastrophique avec cette Smart. Avec les 272 chevaux, tiens, on va passer en mode sport, voilà. Et puis les 343 Nm de couple. La limite de vitesse est de 80 km/h. Voilà. On a des accélérations qui sont extrêmement bonnes. Et surtout, ce qui est rigolo, c'est qu'on a un châssis qui est plutôt joueur, comme vous le voyez. Bon, c'est grassouille par terre, donc comme on a une propulsion, je ne vais pas trop titiller la voiture. Mais voilà, c'est assez plaisant à conduire quand on augmente le rythme. Attention, c'est pas une voiture de sport, hein, ça fait 1800 kg, mais on peut déjà s'amuser au volant. Comme sur beaucoup de voitures récentes, les aides à la conduite sont très intrusives. Alors, le maintien dans la file est désactivé parce que la route est vraiment pas large et dès qu'on mordrait sur la bande, ça me ramène avec un coup de volant. Mais vous voyez, regardez, on a quand même conservé même le système désactivé. Vous avez le haut-parleur d'aigu qui clignote pour vous indiquer que vous roulez sur la bande médiane. Ouh là là, c'est mal. Et si je quitte la route des yeux, bon, je ne vais pas le faire, mais il suffit de regarder le GPS un peu longtemps et vous avez une alerte qui vous indique que il faut être attentif au volant. Bon, franchement, je ne sais pas à quoi ça sert en matière de sécurité, mais pour moi, pas grand-chose. Si la voiture est plutôt agréable à conduire, on peut s'étonner que Smart n'ait pas été très généreux en matière de mode de récupération d'énergie. En fait, là on est sur la version standard, vous voyez, avec une décélération qui est quand même assez importante. Il n'y a pas de mode roue libre, en plus les réglages sont là, donc on peut avoir un réglage fort. Moi je trouve très honnêtement qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux. Je vous fais la démo. Vous voyez,
Si, mais c'est pas immédiat en plus, il y a un petit temps de latence. Et on a une fonction e-pédale, je vous rappelle pour ceux qui ont loupé les épisodes des 10 années précédentes, que le e-pédale, ça permet de conduire avec une seule pédale, c'est-à-dire qu'en relâchant l'accélérateur, on va avoir un freinage beaucoup plus prononcé qui va aller jusqu'à l'arrêt. Il faut attendre 10 secondes pour pouvoir activer ce e-pédale et là, ça va m'arrêter la voiture. Voilà, jusqu'à l'arrêt total. Un arrêt plutôt en douceur, mais ça prend pas mal de temps. Je doute qu'en ville, on puisse l'utiliser totalement sereinement sans toucher à la pédale de frein. Vous voyez, surtout, c'est des palettes au volant, c'est quand même beaucoup plus pratique que tout ça. Il y a environ 10 minutes que je roule à 110 km/h sur l'autoroute pour mesurer le niveau de bruit avec le micro d'ambiance de la caméra dans cette Smart #1. Verdict 64,1 décibels, c'est donc une voiture silencieuse. Je pensais qu'on aurait plus de bruit de roulement, mais c'est le plus gênant, mais c'est pas gênant, hein. Comme je vous l'ai dit, la voiture est silencieuse. C'est un petit remous aérodynamique en haut du pare-brise, mais elle est à classer donc dans le groupe des voitures électriques les plus silencieuses. J'ai activé la conduite semi-autonome, on est sur l'autoroute. Regardez, bon là il va me demander de reprendre le volant, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a assez peu de corrections. Souvent c'est le défaut des systèmes de pilotage automatique, c'est qu'ils corrigent en permanence. Là on est dans une courbe assez large et vous voyez, ça marche plutôt pas trop mal. On vient de faire juste 100 km sur l'autoroute à 130 km/h avec une consommation moyenne, alors qui est plutôt intéressante, hein, vu le véhicule. On est à 24 kWh au 100 km, en précisant qu'on n'a pas de vent, mais en revanche on a un petit peu de chauffage parce qu'il fait 11 degrés à l'extérieur. Et bon, il y a une pompe à chaleur, hein, on réclame 22 degrés dedans, 24 kWh au 100 km sur l'autoroute. Ça veut dire qu'on aurait une autonomie, en sachant qu'on n'utilise jamais la totalité de la batterie sur l'autoroute et on recharge en général en rapide à 80%, on aurait une autonomie de environ 200 km, donc c'est franchement pas beaucoup. Sur notre journée de roulage, on a établi une consommation moyenne de 18,9 kWh au 100 km, mais avec, vous l'avez vu, une grande proportion d'autoroute. En fait, tout à l'heure, quand j'étais sur les petites routes, ma consommation moyenne était de 17 kWh au 100 km. C'est raisonnable, étant donné le niveau de puissance de la voiture, mais on n'arrivera pas à franchir les 440 km de l'homologation WLTP avec la batterie de 62 kWh. Il faut plutôt sur route tabler sur 350 km, on est proche de la réalité à ce moment-là. Et puis dès qu'on fait de l'autoroute, vous l'avez vu tout à l'heure, évidemment ça fond comme neige au soleil. Pour la charge, cette Smart #1 est plutôt pas mal équipée. En série, on a un chargeur triphasé 22 kW et sur la charge rapide, normalement, la voiture est censée prendre jusqu'à 150 kW. Là, je viens de mettre en route. On est à 21% de charge pour l'instant. En fait, c'est très étonnant, hein, parce que là, on est monté. Il faut dire que j'avais oublié de préconditionner la batterie avant de faire la charge rapide. Là, on est à 134 kW, mais quelques secondes avant, c'est monté jusqu'à 160 kW. Donc plus que ce qu'indique le constructeur. Là, ça semble se maintenir aux alentours de 130 kW. Je vais attendre encore un petit peu avant de débrancher pour voir si l'allure de charge se maintient à un niveau élevé. Ça, c'est significatif. Il y a 9 minutes qu'on charge, on a chargé un peu plus de 17 kWh. Vous voyez que la vitesse de charge est retombée à 101 kW, voilà, 18 kWh même, en 9 minutes, ce qui veut dire que en 8 minutes, on récupère en fait 100 km d'autonomie, ce qui est plutôt pas mal.
Oubliez tout ce que vous savez sur Smart, cette Hashtag One a absolument tout réinventé. D'ailleurs, hormis une autonomie un peu juste, 350 km sur route, c'est une voiture qui possède pas mal de qualités. Elle est confortable, elle est plaisante à conduire, elle a une bouille sympa, elle a un intérieur qui est très original. Vous pouvez l'acheter dans le réseau Mercedes, ce sont des concessionnaires qui sont sélectionnés. On peut l'acheter en ligne, cette voiture, avec des tarifs. Alors, le tarif d'accès a baissé, on est descendu aux alentours de 36 000 €. Le tarif de cette version premium est un peu plus élevé, 43 815 €. Alors, c'est très honnête compte tenu des prestations de la voiture, qui est vraiment premium. D'ailleurs, la finition s'appelle premium. On a en plus 3 ans de garantie. Le seul souci, comme on l'a dit au départ, c'est que la voiture est fabriquée en Chine et désormais ne bénéficie plus du bonus écologique qui est passé à 4 000 €. Donc, par rapport à certaines concurrentes fabriquées en Europe, il faudra sans doute que Mercedes et Geely fassent un petit effort pour la remettre dans le coup.